L'alerte a déjà été lancée. Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas un test. C'est réel et ça se passe en ce moment même. Quelque part dans un centre de commandement, une décision finale a été prise. À travers les États-Unis continentaux, des millions de personnes attrapent leur téléphone, regardent par la fenêtre, essayant de comprendre ce que signifie être en sécurité maintenant. Et le sanctuaire n'est presque certainement pas là où vous le pensez. Parce qu'avant qu'un seul missile visible n'arrive, autre chose se produit d'abord. Une détonation haute au-dessus du continent. Elle n'est pas destinée à détruire des villes, mais à effacer toute coordination. Vous ne l'entendez pas, vous ne la voyez pas. Le courant s'interrompt dans plusieurs états en moins d'une seconde. Les téléphones s'éteignent brusquement. Les écrans du contrôle aérien noircissent. Les pompes à carburant cessent pendant le transfert. Le réseau ne tombe pas en panne progressivement. Il disparaît. Pas partout et pas de façon uniforme, mais suffisamment pour désorganiser toute réaction avant le premier impact. Et puis les ogives suivent. La première vague ne frappe pas les villes. Cette idée, des silhouettes urbaines denses écrasées par des nuages en champignons, est fausse. Une première frappe nucléaire n'est pas une punition, c'est une question de calcul. Les cibles sont les choses qui peuvent riposter. Les champs de missiles balistiques intercontinentaux du Montana, du Wyoming et du Dakota du Nord, des régions créées pour riposter, sans jamais penser à se défendre. Elles disparaissent dans les premières minutes. Les bases de sous-marins en Géorgie et dans l'État de Washington suivent. Les navires assurant la seconde frappe ne peuvent quitter le port et sont détruits sur place. Le commandement et le contrôle suivent. Virginie, Colorado, Nebraska. Ce ne sont pas des cibles symboliques, ce sont des cibles fonctionnelles, et c'est la fonction qui est effacée en premier. Un par un, la structure qui rend la riposte possible est démantelée, et au moment où les villes entrent en jeu, la décision quant à l'endroit où vous vous trouvez a déjà été prise. La question n'est pas de savoir ce qui sera touché. La question est de savoir ce qui ne le sera pas. Maintenant, regardez ce qu'il reste. Vous vous tenez sur le pont Mackinac, 5 miles d'acier et de câbles, la seule route reliant la péninsule supérieure du Michigan à la partie sud de l'État. Derrière vous, le Midwest industriel se trouve dans un couloir de retombées radioactives qui s'étend sur plusieurs États. Chicago, Détroit, Cleveland. Tout ce qui définissait l'industrie manufacturière américaine se trouve désormais sous le vent de cibles qui comptaient davantage. Mais devant vous, c'est tout autre chose. Une péninsule boisée, entourée sur 3 côtés par le plus grand système d'eau douce de la planète. Les Grands Lacs contiennent environ 21% de l'eau douce de surface mondiale. Cela signifie qu'il n'existe aucun scénario où vous manqueriez d'eau, avant qu'autre chose ne vous tue en premier. Pendant un siècle, l'économie moderne a ignoré cette région. Trop éloignée des grandes voies navigables, sans étalement suburbain, trop déconnectée des systèmes qui ont favorisé le développement des autres régions. Mais aujourd'hui, ce manque de développement est la raison pour laquelle vous respirez encore. Ici, il n'y a pas de cible militaire principale, pas de centre de population dense, ce qui signifie moins de survivants immédiats affluant dans la même zone lorsque tout s'effondre. Il y a aussi le froid, et c'est en fait important. Dans les bonnes conditions, cela devient une forme de protection. Les grands lacs emmagasinent d'énormes quantités de chaleur, et contrairement à l'air, l'eau change de température lentement. Cela fait une grande différence. Dans un scénario d'hiver nucléaire, la suie atmosphérique pourrait faire baisser la température moyenne mondiale de surface d'environ 14,4 degrés Fahrenheit. Les températures chutent vite dans les régions intérieures, rendant les saisons instables et l'agriculture difficile. En revanche, les zones proches des grands lacs sont différentes. Les lacs libèrent progressivement la chaleur emmagasinée. Cela n'empêche pas le froid, mais cela réduit les extrêmes. Cela crée un climat plus stable comparé aux régions intérieures. Cela permet des saisons de croissance plus régulières, même sous une suie intense. Le lac qui freinait jadis l'économie devient désormais une bouée de sauvetage. Sur la côte du Golfe, les flottes de pêche commerciale nécessitent du diesel, un système GPS par satellite, et des équipements hauturiers pour fonctionner. Quand le réseau électrique tombe, ces bateaux restent à quai. Dans la péninsule supérieure, la pêche reste artisanale. Les espèces aquatiques ne migrent pas quand les conditions changent. Elles sont toujours là, toujours à portée d'une petite embarcation et d'un filet. Les forêts fournissent le reste. Le cerf de Virginie, le petit gibier, la cueillette offrent tous un régime varié et flexible, et cela signifie la survie. Ce n'est pas que les ressources manquent, mais la demande ne les a pas encore atteintes. Le pont est la seule entrée et la seule sortie, ce qui signifie que ce qui vous protège est déjà pris en compte par 10 millions de personnes de l'autre côté. Son avantage ne dure que tant que ce déséquilibre existe. Environ 300 000 personnes vivent dans la région,
En cas de crise, le pont Mackinac devient un entonnoir. Si même une fraction des habitants du sud du Michigan décide de partir vers le nord, le pont devient un point d'étranglement. Si le pont se bouche, la péninsule absorbe une population qu'elle ne peut pas nourrir. Si le pont est fermé ou détruit, la péninsule survit, mais tous ceux qui sont encore du mauvais côté y restent. Et il y a une préoccupation secondaire que la plupart des cartes de survie ignorent complètement. La centrale nucléaire de Palisades dans le sud-ouest du Michigan et la centrale Fermi 2 près de Détroit sont situées sur les rives des Grands Lacs. Si ces réacteurs perdent le refroidissement lors d'une panne prolongée du réseau électrique, la contamination atteint les lacs. L'eau, autrefois bouée de sauvetage, devient une menace. La péninsule supérieure a toujours été trop froide, trop isolée et trop déconnectée pour attirer des investissements durables. En ce moment, le fait que la région soit trop froide et trop isolée fait la différence entre l'exposition et la survie. Les sirènes sont silencieuses depuis des heures. Alors que la plupart des gens réagissent, vous avez déjà dépassé le point de décision. Vous êtes déjà là où vous devez être, peut-être dans un vallon de Virginie occidentale, et vous ne bougez pas. Les crêtes font ce qu'aucun système conçu par l'homme n'a pu reproduire. Elles captent le vent. Les particules radioactives transportées par le vent franchissent difficilement le relief montagneux. Elles frappent les pentes, sont forcées de monter, se refroidissent et retombent au sol. Lorsqu'elles atteignent le vallon de l'autre côté, une grande partie est déjà retombée. Ce qui s'y dépose, c'est de l'air que les montagnes ont discrètement purifié. Il n'y a aucune installation militaire concentrée pour en faire une cible de première frappe. Aucun grand centre de population n'apparaît dans la première salve, et les mêmes courants d'air qui transportent la contamination du corridor de l'Est la poussent vers le nord-est, loin de vous. Mais même ici, cela ne fonctionne que tant que le système existe encore quelque part ailleurs. Donc la question devient, que se passe-t-il lorsqu'il disparaît complètement ? À travers tout le pays, tout s'arrête. Plus d'eau, plus de nourriture, plus de communication. Dans les Appalaches, des milliers de sources naturelles font remonter l'eau à la surface uniquement grâce à la gravité. Pas de pompe, pas de station de traitement, pas besoin d'électricité. De l'eau qui a passé des décennies à filtrer à travers des couches de roches avant d'atteindre la lumière du jour. Alors que les villes perdent l'accès à l'eau potable en moins de 2 jours, ici, l'eau continue de couler. Le savoir nécessaire pour survivre est ancré ici. Dans les communautés des Appalaches, vivre hors réseau n'est pas considéré comme un projet ou un plan de secours. C'est simplement la suite normale des choses. Près de la forêt nationale de Monongahela, de nombreuses familles utilisent encore des compétences jamais disparues, ni redécouvertes, ou transformées en loisirs. Elles ont simplement été transmises et utilisées, comme la conservation des aliments, viande salée, légumes en bocaux stockés des années sans réfrigération, ou fumage du gibier sur feu de bois dur. Ce ne sont pas des compétences de survie, mais la continuité d'une vie normale, dans d'autres conditions, ce qui retire un aspect souvent ignoré, le temps qu'il faut pour apprendre sous pression. Le sel lui-même est un atout stratégique que la plupart des gens négligent complètement. La vallée de Kanawha repose sur d'importants gisements de sel. G.Q. Dickinson Salt Works l'extraire de la saumure souterraine depuis 200 ans. Avant la réfrigération, le sel faisait la différence entre conserver des protéines ou les perdre. Cette équation n'a pas changé. Seul le système autour d'elle a évolué. Mais ce n'est pas la seule ressource de cette région. Des veines de charbon traversent aussi ces montagnes. Ce sont parmi les gisements les plus denses d'Amérique du Nord. Il ne sera plus utilisé pour les centrales électriques, mais pour le chauffage, la cuisine et la survie de base, lorsque toutes les autres sources d'énergie auront disparu. Mais les Appalaches ont une limite que le savoir transmis de génération en génération ne peut pas résoudre. Le même relief qui filtre les retombées isole aussi les communautés les unes des autres. 10 miles à vol d'oiseau deviennent 40 miles par la route, si tant est que la route soit praticable. Sans carburant, sans communication, sans coordination, chaque commune devient son propre système, autonome. Et si votre sanctuaire manque de quelque chose, de sel, d'eau, ou de personnes ayant les bonnes connaissances, vous êtes piégé derrière une crête sans moyen d'atteindre celui qui en dispose. Les montagnes vous protègent, et elles vous isolent. Elles contrôlent les allées et venues, que vous le vouliez ou non. Et les montagnes ne font pas de favoritisme. Elles donnent le même air à tout le monde. La différence ? La famille qui n'est jamais partie sait déjà quelle source est sûre et laquelle ne l'est pas. Et les Appalaches vivaient déjà de l'autre côté de tout ça. Mais si la séparation du système est un avantage, pousser cette séparation encore plus loin commence à changer complètement les règles. Il y a 160 km de vide entre vous et la cible principale la plus proche. Ce n'est pas une distance métaphorique, c'est une distance réelle. Maintenant,
Vous vous tenez à l'orée de la réserve sauvage Frank Church River of No Return, dans le centre de l'Idaho, un terrain montagneux si accidenté que l'armée américaine a peiné à le traverser. Aujourd'hui encore, certaines zones restent presque inaccessibles à pied. C'est si vaste que vous pourriez marcher pendant des semaines sans croiser une route. Cet isolement devient maintenant une protection. Les retombées radioactives diminuent en s'éloignant de l'explosion, car les particules se désintègrent, se dispersent et deviennent moins denses. Au moment où elles atteignent les profondeurs du terrain montagneux, ce qui était mortel près de la source devient survivable, et cela suffit. Les canyons des montagnes rocheuses sont escarpés et étroits. Si vous êtes au fond d'une gorge près de la rivière Salmon, vous vivez dans une poche de terre isolée du ciel au-dessus. Les particules radioactives lourdes restent sur les sommets, tandis que l'air de la vallée reste pur. Le relief absorbe les retombées à votre place. Mais toutes les rocheuses ne survivent pas de la même manière. Le Colorado compte plusieurs cibles principales. NORAD dans la montagne Cheyenne et Peterson Space Force Base près de Colorado Springs. Ces coordonnées sont indispensables à un plan d'attaque. La différence entre la survie et l'exposition se mesure en kilomètres à partir de ces points. Le centre de l'Idaho se trouve en dehors de ce rayon. C'est à 300 miles de la plus proche installation stratégique, et c'est assez loin pour que ça compte. La nourriture ici ne dépend pas des infrastructures. Des animaux ont survécu sans systèmes humains depuis des millénaires. L'eau vient de la fonte des neiges, s'écoule par gravité dans les ruisseaux et se filtre en descendant. Un effondrement des infrastructures passerait presque inaperçu ici, car il n'y a aucun système pouvant tomber en panne. Mais la distance est un bouclier qui ne fonctionne que tant que vous pouvez le maintenir. La région sauvage. Frank Church est appelée la rivière sans retour pour une raison. Si vous manquez de nourriture ou si quelqu'un a besoin de soins, personne ne viendra vous secourir. Pas de ravitaillement ni d'évacuation en hélicoptère. Ces 100 miles de vide qui vous protègent empêchent aussi quiconque de vous atteindre. Et si les modélisations de l'hiver nucléaire ont raison concernant la baisse des températures, les hivers déjà rudes de l'Idaho deviendront encore pires. Le manteau neigeux qui fond normalement en juin pourrait persister jusqu'en juillet ou août. Les saisons de croissance se réduisent à une courte période. Les populations d'animaux sauvages ne sont pas infinies. La chasse excessive par des survivants désespérés fera diminuer leur nombre. La distance vous sauve la vie puis vous met au défi de la conserver. Chaque endroit jusqu'à présent a été une réponse différente à la même question impossible. Où les gens arrivent-ils encore à manger, se déplacer et rester unis alors que le reste de la carte s'est déjà effondré ? Les Rocheuses n'ont jamais été conçues comme forteresses, mais elles en font office. Elles demeurent liées à la même masse continentale et à ses événements. Retombées radioactives, changements météorologiques, effondrements, tout se propage. L'étape suivante est donc simple, quitter totalement le continent. Porto Rico se trouve à 1000 miles des États-Unis continentaux. C'est suffisamment éloigné pour que rien ne soit dirigé dans cette direction. Pas de sirène, pas d'exercice, juste les sons habituels de la vie qui continue. C'est le genre d'endroit où une crise lointaine paraît vraiment lointaine. L'océan lui-même constitue la première ligne de défense. L'eau ne crée pas seulement de la distance, elle interrompt aussi le déplacement des retombées. L'air qui atteint l'île parcourt des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan, et non au-dessus de villes en feu ou d'infrastructures détruites. Il arrive plus pur. Les alizés soufflent constamment d'est en ouest. C'est de l'air qui n'a pas touché le continent. La vie ne s'arrête pas, ou presque. Dans la cordillère centrale, les gens tirent encore leur nourriture de la terre. Café, bananes plantains, fruits à pain, racines qui survivent parce qu'elles sont enfouies. La récolte diminue saison après saison, mais elle ne disparaît pas. Il y en a juste moins, toujours moins chaque année. Sur le continent, le choix est simple, manger ou ne pas manger. Ici, la frontière est un peu plus floue. On mange, mais pas assez. Porto Rico est proche de l'équateur, où le rayonnement solaire moyen est le plus élevé de la planète. Même avec beaucoup de suie dans l'atmosphère, assez de lumière solaire atteint la surface pour permettre une agriculture limitée. Pas assez pour se sentir en sécurité, mais juste assez pour garder les choses en vie un peu plus longtemps. Sur le continent, l'hiver nucléaire fait la différence entre manger et mourir de faim. Porto Rico a déjà connu une panne généralisée du réseau électrique. Après l'ouragan Maria, en 2017, une grande partie de l'île a vécu sans électricité pendant des mois. Les infrastructures se sont effondrées. Mais les communautés, elles, ne se sont pas effondrées. Les villages dans les montagnes ont été reconstruits sans attendre l'aide fédérale. Ils savent déjà comment réparer les choses, partager les ressources et survivre quand le système échoue. Ce savoir est toujours là. Ça aide, mais ça ne règle pas ce qui nous attend. Parce que l'île ne reste pas vide, elle est visible, elle est accessible.
N'importe qui avec une carte et un billet d'avion peut comprendre la même chose que toi. L'île compte déjà 3,2 millions d'habitants. Si même un faible pourcentage des habitants de la côte est s'envole vers le sud avant la fermeture des aéroports, la population peut augmenter de plusieurs centaines de milliers en quelques jours. Plus de bouches à nourrir, la même quantité de terres agricoles, la même quantité d'eau douce. Porto Rico importe actuellement environ 85% de sa nourriture. La terre peut produire davantage, mais pour l'instant elle ne produit pas assez. Le potentiel est réel, mais la capacité actuelle ne l'est pas. Et l'écart entre ces deux chiffres se mesure en vies humaines. L'île fonctionne, mais seulement si elle n'est pas submergée. Parce qu'une fois que la population augmente plus vite que la production, la distance cesse d'être une protection. Donc, l'équation change à nouveau. Pas plus grand, pas plus loin, mais plus petit. À 65 miles au sud, il y a un point plus petit sur la carte. Et être un point, c'est tout l'intérêt. Partout ailleurs a disparu. Les villes réduites en ruines, les côtes brûlées sur les cartes. Les systèmes qui maintenaient tout ensemble se sont effondrés. Et au milieu de cet échec plus vaste, il reste ceci. Sainte-Croix. Cela apparaît à peine sur une carte stratégique. Trop isolé. Trop peu de valeur pour justifier une attaque. L'île est assez petite pour être ignorée. La majorité des maisons utilisent comme des citernes, des réservoirs souterrains qui collectent l'eau de pluie. Ainsi, si les canalisations se cassent, ou si les pompes tombent en panne, cela n'a aucune importance. Chaque maison possède sa propre réserve d'eau privée sous le plancher. Il suffit d'un seau. Les habitants de l'île mettent des petits poissons dans les citernes pour manger les larves de moustiques et purifier l'eau. Les récifs autour de Sainte-Croix abritent encore des poissons, mais seulement tant que rien ne les pousse au-delà de leurs limites. Si la pêche passe de la survie à la panique, les poissons disparaissent vite, et il n'y a nulle part où aller. Les navires de ravitaillement n'arrivent pas à l'heure prévue. Ils arrivent quand ils le peuvent, et parfois pas du tout. Ce qui reste dans l'eau disparaît dès que la pression augmente. Les gens ici vivent déjà dans cette marge, où le partage fonctionne seulement jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. La population actuelle est d'environ 40 et 1 000 habitants. Un système de citernes qui fonctionne parfaitement pour 40 et 1 000 personnes commence à céder à partir de 60 000 personnes. Les zones de pêche qui se reconstituent naturellement peuvent être surexploitées. Contrairement au continent, il n'y a pas d'alternative. À Sainte-Croix, impossible de marcher vers une vallée ou de conduire vers une autre ville. Vous êtes isolé sur un rocher au milieu de l'océan. Si les poissons disparaissent, si les citernes s'assèchent, si la population explose, il n'y a plus nulle part où aller. La même petitesse qui vous garde hors des plans de ciblage limite aussi le nombre de personnes qui peuvent y survivre. Donc, si rendre les cibles plus petites crée une limite, la stratégie doit encore changer. Pas plus petit, pas plus loin, pas plus grand, juste protégé. Sur le continent, il y a un endroit qui ne semble pas être un lieu de survie évident. Le plateau des Ozarks. Il n'y a pas de sommet spectaculaire, pas de relief géographique évident, juste des collines ondulantes à travers le sud du Missouri et le nord de l'Arkansas. Et c'est précisément pour cela que ça fonctionne. Ce n'était jamais assez important pour être une cible, trop à l'ouest pour subir les retombées radioactives de la côte est, trop au sud pour subir l'impact total des cibles du nord. La position compte, même quand elle semble banale, mais sous terre, c'est tout sauf ordinaire. Sous les collines ondulantes se trouve l'un des réseaux de grottes les plus vastes d'Amérique du Nord. Des milliers de grottes creusées dans le calcaire au fil de millions d'années. Les grottes de Meramec, au Missouri, s'étendent sur des kilomètres et protègent de tout ce qui se passe en surface. Il y a littéralement des dizaines de mètres de calcaire entre vous et le monde extérieur. C'est un bunker naturel qu'aucune somme d'argent ne peut reproduire, et qu'aucune arme ne peut atteindre. L'agriculture ici n'a jamais été complètement industrialisée. Elle reste divisée en petites parcelles familiales. Le bétail mange de l'herbe qui pousse naturellement. Les jardins sont arrosés par des sources souterraines. Les cultures varient selon les parcelles. Le gibier parcourt la région. Si une source de nourriture échoue, autre chose pousse. Les Ozarks n'ont pas l'efficacité d'un champ de maïs du Midwest, mais ils ont de la redondance. Et c'est la seule stratégie agricole qui survit. Les grottes se moquent de ce qui se passe à la surface ou de la distance parcourue par les retombées. Elles ne se soucient pas des villes qui ont disparu. Elles sont là depuis 1 million d'années. Et elles seront là pour 1 million d'années de plus. Cette constante est la chose la plus rare qu'il reste dans le monde en ce moment. Mais cet isolement a un revers. Les soins médicaux n'existent pas à grande échelle ici. Les hôpitaux sont éloignés. Le centre de traumatologie le plus proche est peut-être à Springfield ou Little Rock, tous deux confrontés à leur propre effondrement. Si quelqu'un dans votre groupe attrape une infection ou se casse un os, vous devez vous attendre à des issues du 19e siècle.
avec des chances de s'en sortir du 19e siècle. La survie ici dépend moins de ce qui existe sous terre et plus du nombre de personnes à la surface qui savent que ce lieu existe. La région était invisible avant que les bombes ne tombent. Et elle reste invisible aujourd'hui. Les bombes ont cessé, les retombées se sont déposées, mais vous avez survécu, vous êtes en vie. Et maintenant, le vrai problème commence. Une étude de Penn State publiée en 2025 a examiné l'impact d'une guerre nucléaire sur l'agriculture mondiale en modélisant la production de maïs dans des dizaines de milliers d'endroits selon plusieurs scénarios. Dans le pire des cas, où la suie inonde la stratosphère et bloque la lumière du soleil, la production agricole ne diminue pas, elle s'effondre. La majeure partie de la production mondiale de maïs disparaît, ne laissant qu'une fraction de ce sur quoi reposent les systèmes. Et il y a ensuite un deuxième aspect, que les gens oublient souvent. L'atmosphère ne se rétablit pas facilement. Les réactions chimiques provoquées par les détonations détruisent la couche d'ozone. Ainsi, plus de rayons UV atteignent la surface, même des années après la fin des bombardements. Cela continue discrètement d'affecter les cultures longtemps après que le refroidissement initial se soit installé. C'est la fin de l'agriculture industrielle en tant que système fonctionnel pendant des années, peut-être plus d'une décennie. Et la famine n'est que le début. Les réseaux d'eau cessent de fonctionner dans la plupart des zones peuplées en quelques jours. L'assainissement s'effondre, les maladies suivent. Des maladies que l'Amérique moderne n'a pas vues depuis un siècle. Le choléra frappe sans prévenir. Il se propage par l'eau, par contact, à travers l'écart invisible entre une source propre et une source contaminée. Dans une communauté qui ne l'a pas vu depuis un siècle, il n'y a ni protocole ni instinct pour savoir quoi faire lorsque la première personne tombe malade. Lors de la guerre du Golfe de 1991, les infrastructures de l'Irak ont été gravement endommagées, y compris une partie de son système d'eau et d'assainissement. Ce qui a suivi, c'est un effondrement de la santé publique. Des épidémies de maladies se sont propagées, certaines estimations plaçant le bilan sanitaire à plusieurs centaines de milliers de morts. Et cela s'est produit dans un seul pays, alors que l'aide continuait d'arriver, et que les organisations pouvaient encore intervenir. Dans le cas d'un échange nucléaire mondial, tout cela disparaît. Il n'y a plus de chaîne d'aide internationale, plus de réponses coordonnées, plus de ponts aériens, depuis des régions encore fonctionnelles. Même des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé fonctionneront dans un système fragmenté. À ce moment-là, la survie ne dépend plus de l'accès aux systèmes mondiaux, mais de ce qui existe localement. Un corps humain a besoin d'environ 2000 calories par jour. D'où viennent ces calories quand tous les camions se sont arrêtés, que tous les magasins ont été vidés et que tous les champs sont morts? Le vrai danger, ce sont les années qui suivent. Certains endroits pourraient vous faire gagner du temps, mais même ce répit reste extrêmement précaire. Une mauvaise récolte, un vallon débordé, un récif surpêché, et le temps est écoulé. Ce n'est pas une coïncidence. À ce stade, c'est la sélection naturelle. Ceci correspond presque parfaitement à la carte des lieux, où l'Amérique a jugé inutile d'investir. Les mêmes décisions qui ont empêché l'investissement, qui ont limité les infrastructures, qui ont maintenu des populations peu nombreuses et des économies isolées. Ce sont ces décisions qui expliquent pourquoi certains survivent tout court. La négligence qui de l'extérieur ressemblait à un échec s'est avérée être une forme d'isolation. La carte de l'abandon économique américain et la carte de la survie américaine après une guerre nucléaire ne sont pas seulement similaires, elles sont identiques. Les endroits que personne ne voulait sont les seuls endroits qui restent. Et les gens qui étaient déjà là finissent par hériter de cet avantage sans jamais le voir de cette façon. La carte raconte la même histoire depuis des décennies. La seule question est de savoir si quelqu'un la lira. Parce que le dernier moment normal que vous avez eu avant l'alerte, avant le silence, était le seul moment où vous auriez pu choisir autrement. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.